Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Comme je vous l'ai dit, je suis très en retard sur les updates, c'est pour ça que vous avez une vidéo par jour en ce début d'année. Et donc là, on va parler de mes premières lectures de novembre et on a littéralement un échec sur deux dans cet update. Ouais, fin octobre, début novembre, ça n'a pas été ouf en termes de lecture. C'était un peu le cas déjà dans le dernier update pour vous, donc avant-hier techniquement. On est toujours sur cette luminosité d'hiver pour moi. Écoutez, je fais au mieux, mais je peux pas attendre éternellement que le soleil se lève alors qu'il est presque midi. À un moment donné, il faut bien que je filme mes vidéos, sinon, sinon vous n'en aurez pas une par jour en fait. Bref, donc on va commencer, et on va commencer avec un échec monumental. Je sais que c'est une saga très aimée. J'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit "Oh là là, j'adore cette saga, c'est trop bien, tu vas voir, c'est génial." Et ben moi j'ai pas du tout aimé. Voilà, ce livre c'est L'héritier des Draconis, le tome 1 Draconia de Karina Rosenfeld. Et oui, je n'ai pas été au bout, j'ai lu 95 pages, donc pas loin de la moitié quand même, mais franchement j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé le début très long, avant qu'on en vienne au fait et qu'on en vienne à Draconia du coup, alors qu'en fait avec le titre, bah, on sait où on va, on sait ce que c'est à peu près, tu vois, et j'ai trouvé le début très long, un peu chaotique, et la manière dont le côté Draconia nous est donné, franchement, je suis désolée de le dire comme ça, mais j'ai trouvé ça extrêmement kitsch, extrêmement mal fait. Et cette scène, vraiment, je pense elle m'a marqué, mais dans le mauvais sens du terme, et elle va me rester en tête pendant un moment. Et vraiment, j'ai pas les mots, mais j'ai trouvé ça pas ouf du tout. Puis on va suivre Elliot. C'est un jeune garçon, un jeune orphelin. Au début, il t'explique qu'il est un petit peu passé de foyer en famille d'accueil et que il se passe quelque chose en lui de temps en temps. C'est visible au niveau de ses yeux qui changent de couleur. Tu comprends clairement que c'est fantastique. Quand il s'énerve, etc., il s'énerve pas comme tout le monde. Et du coup, c'est ce truc-là qui fait que dans les familles d'accueil, ça se passe jamais très bien, que les gens finissent toujours par dire bah non on va pas le garder, on va pas l'adopter, etc. Puis il retourne en foyer, et puis voilà, il galère un petit peu comme ça dans sa vie. Ses parents sont décédés quand il était petit, donc en fait il a toujours été ballotté comme ça, de droite à gauche, pardon, je perds ma voix. Et donc là il est dans une famille où ça se passe bien, et il te dit qu'il va tout faire pour que ça se passe bien, que ça continue comme ça, qu'il essaye de pas s'énerver, de pas se laisser emporter par ses émotions, pour pas que ses yeux changent de couleur et pour pas que les événements habituels se passent. Il a rencontré un jeune garçon et une jeune fille qui sont ses meilleurs amis, avec qui ça se passe très bien. Vraiment, il est très content. Et ce livre se passe au moment de Noël. Il démarre la veille des vacances de Noël. Donc moi, je l'ai pas lu à la bonne période, mais bref. Et ce soir-là, il y a une histoire de comète qui va passer dans le ciel. Elliot est passionné par l'astronomie, etc. Il a un télescope. Du coup, il invite une de ses amies pour regarder ce qui se passe dans le ciel. Et ce qui se passe dans le ciel n'est pas vraiment naturel. Et les enfants vont commencer à un petit peu enquêter sur ce qui se passe là-haut, qu'est-ce qui est arrivé. C'est bizarre, vous voyez. Et donc ensuite, bah, il va découvrir Draconia. Donc c'est marqué dans le résumé tout ça. Et ouais, enfin vraiment la manière dont... Déjà tout ça, j'ai trouvé ça un peu lent, un peu lourd à lire. Pas extrêmement bien fait, pas extrêmement fluide. Je sais pas comment expliquer, mais ça coinçait. J'ai beaucoup aimé Elliot, vraiment, mais tout le tour, enfin tout ce qui se passe autour de lui, j'avais un peu l'impression qu'on pédalait dans la semoule et que j'étais en mode bon vas-y go là, on avance, c'est bon j'ai compris. Et non, on a cet effet de tourner en rond au début, littéralement, pour les personnages d'ailleurs, et c'est long quoi, vraiment c'est long. Et puis ensuite une fois qu'on arrive à Draconia et tout, je me suis dit bon vas-y go, on va y aller, on va apprendre et tout. Et cette scène, je pense que ceux qui l'auront lu verront de laquelle je parle, mais cette scène où Elliot découvre ce qu'il est capable de faire, bah j'ai trouvé ça kitsch. Enfin vraiment c'est... J'aime pas trop ce genre de choses en vrai. Et là, c'est un peu tourné en dérision, c'est un peu tourné en ridicule. Elliot lui-même comprend pas trop et ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment kitsch, mais le très mauvais côté du kitsch. J'ai essayé de continuer quand même un petit peu après ça, mais, mais j'ai pas pu. Voilà, je suis un peu déçue parce que franchement je m'attendais à un univers vraiment cool, des enfants vraiment, à suivre des enfants dans cet univers merveilleux, Draconia, tout ça et tout, enfin
fais pas un dessin Draconia les dragons quoi. C'est la couverture d'ailleurs que je viens de vous montrer, mais ça l'a pas fait avec moi. Vraiment je suis déçue, mais c'est un peu trop perché pour moi quoi. Ensuite, j'avais pas totalement fini avec Halloween, les sorcières, tout ça, et donc j'ai lu 5 sorcières de Nathalie Kupperman, donc c'est un tout petit livre jeunesse, et en fait c'est un recueil, il me semble qu'il y a 4 contes dedans, et donc on suit 5 sorcières différentes dans ces 4 contes, même beaucoup plus de sorcières que ça, et j'ai trouvé ça hyper chou, hyper mignon. Ce livre date de l'époque où les sorcières étaient vraiment les méchantes, comme dans les contes de la rue Broca ou ce genre de choses que moi j'ai pu lire quand j'étais petite. Et vraiment en fait tu suis des sorcières mais elles sont méchantes, elles sont moches, elles sont laides, elles ont des verrues, des cheveux gras, vraiment et elles sont pas gentilles avec les enfants, elles veulent les manger, faire des potions avec eux et il y a des concours de mocheté, enfin vraiment c'est vraiment la sorcière méchante par excellence et c'est elle qu'on suit. Et il y a une nouvelle aussi où il y a tout un parallèle entre les sorcières et les princesses et franchement j'ai trouvé ça trop cool. Ça c'est plus trop, aujourd'hui on a tendance à suivre les gentils dans les livres et même quand on suit une sorcière c'est une sorcière gentille alors que là vraiment on est sur la sorcière avec le nez crochu, le gros chapeau pointu, la grosse verrue avec les poils et tout et franchement j'ai trouvé ça trop cool, j'ai adoré ces petites histoires. Oui ça c'est la première sorcière de la première nouvelle. Après elles sont toutes illustrées mais les sorcières sont toutes à peu près de la même manière, enfin je veux dire il y a plusieurs nouvelles mais dans chaque nouvelle les sorcières se ressemblent hein, puisque c'est le même illustrateur donc les sorcières sont représentées de la même manière. Franchement j'ai trouvé ça, ouais je me suis éclatée à lire ça, c'était trop cool et c'est le genre d'écriture où on suit les sorcières méchantes, les sorcières moches etc. mais les sorcières ne font pas peur, elles sont tournées en ridicule et je trouve ça absolument génial. Franchement j'ai adoré ce livre, c'est chez l'école des loisirs, ça date hein, vraiment c'est un livre qui date mais voilà, destiné à la jeunesse, mars 2005, dépôt légal, mars 2005. Donc ça a 20 ans quand même. Et moi je trouve ça trop cool. Vraiment j'adore ce genre de tout petit livre jeunesse. Faudrait que je me renseigne sur ce que Nathalie Kupperman a fait d'autre. Parce que franchement, ça c'est ma came quoi. Ouais, j'ai 32 ans, mais ça j'adore. Le suivant, j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré le lire, je suis un peu deg parce que j'ai fini la saga, mais franchement ça c'était trop cool. Et donc c'est Charamba, Hôtel pour chat, le tome 4, Chat va chauffer, de Marie Pavlenko et Marie Voyelle. Et ici on aborde de nouveau une thématique très importante et c'est fait de manière très intelligente. En fait on a dans chacun des tomes un petit livre jeunesse avec des interlignes assez gros, des illustrations etc. C'est fun, c'est drôle à lire et pourtant en fond on a quand même une thématique très lourde. Ça peut être la dépression, ici c'est le harcèlement et plus précisément le fait que parfois tu fais quelque chose, toi ça te fait rire, tu trouves ça vraiment fun, vraiment cool, mais la personne à qui tu le fais, elle trouve ça non seulement pas drôle, non seulement pas cool, mais en plus ça la marque et ça la marque profondément dans le sens où même parfois dans sa vie d'adulte, et je pense qu'on a un peu tous ce souvenir là malheureusement, dans ta vie d'adulte, tu vas avoir ce truc qui te bloque parce que par exemple, je dis une connerie, mais quand t'as mis un jean rouge, et bah tu t'es fait lyncher toute la journée à l'école, les gens trouvaient ça drôle, mais toi t'as pas trouvé ça drôle, et du coup, encore aujourd'hui adulte, bah tu mets pas du vêtement rouge parce que t'es traumatisé. C'est pas grave en soi, mais c'est dommage. Bah c'est ça qui est abordé, c'est exactement ça qui est abordé ici. En gros, dans ce livre-là, on suit donc une pension pour chat. Elle est tenue par une vieille dame, enfin une dame qui doit avoir entre 50 et 60 ans. Je pense même pas qu'elle est à la retraite encore, cette dame. Bref, elle a elle-même 4 chats qui s'appellent Bobine, Mulot, Carpette pardon, et Couscous. Donc ça, c'est les 4 chats de Magda, il me semble qu'elle s'appelle. Attendez, je l'ai vue. Oui, Magda. Donc elle est là, ça c'est Magda. Vous voyez, et donc elle a 4 chats chez elle et elle a ouvert une pension pour chats et donc elle accueille les chats des gens quand ils partent en vacances, en déplacement, etc. Les gens les déposent chez elle et donc elle s'occupe de tous ces chats, plus ou moins, il n'y a pas toujours les mêmes chats du coup à la pension, mais nous on suit les 4 chats principaux si on veut, qui sont ces chats à elle. Et ici c'est l'été il me semble et le neveu de Magda va venir lui rendre visite.
Le neveu de Magda est déjà venu lui rendre visite il y a quelques temps. C'était un enfant assez turbulent qui a pas mal un peu martyrisé les chats. Et notamment, il a fait une blague très souvent au même chat qu'il a très très mal vécu et qui aujourd'hui est traumatisé par ce truc-là. Et donc quand il apprend, ce chat, que le neveu de Magda va revenir, franchement, il veut se barrer, il veut se cacher, il veut trouver un moyen pour que le neveu ne le voit pas. Parce que il se dit, il va recommencer son délire et tout, moi ça me fait pas rire, ça me fait peur, ça me terrorise, je veux pas le voir, je veux pas. Sauf que bah le neveu arrive, tu vois. Et quand le neveu arrive, donc c'est vraiment, on a les trois quarts du roman, c'est avant que le neveu arrive, sa réaction, la réaction des autres qui essayent de l'aider, qui essayent de comprendre ce qui se passe, qui lui disent mais non ça va aller, on est là avec toi, t'inquiète pas, etc. Mais le chat est vraiment traumatisé par ce qu'il a vécu la dernière fois que le neveu est venu et il veut pas le voir quoi. Alors que le neveu lui, il est très content de revenir et de revoir les chats, il les aime bien, il est content de jouer avec, tu vois. C'est pas du tout le même, la même vision des choses et c'est fait de manière très intelligente. Franchement j'ai trouvé ça trop cool. J'adore cette saga, vraiment. Marie Pavlenko a le don d'aborder des thématiques très graves et très négatives avec des petits livres jeunesse comme ça, mais légers et fun à lire. Ça reste cool à lire et en même temps, la thématique est pas fun du tout quoi. Franchement j'adore cette saga. Je peux que vous la conseiller, vous pouvez la prendre de manière extrêmement légère juste pour la lire avec vos enfants si vous voulez, ou alors vous pouvez vous en servir comme outil pour aborder ces thématiques de harcèlement, d'isolement, de dépression et ce genre de choses. Franchement c'est... Voilà, il y a deux types de lectures possibles avec ces livres-là et je trouve ça vraiment très cool. Je vous montre une autre illustration parce qu'on en a des plus grandes comme ça. Vous voyez, franchement, j'adore cette saga, j'adore Marie Pavlenko. Et on finit avec un autre tome 1, un tome 1 qui a attendu très longtemps dans ma palle et qui finalement a été un échec total. C'est dommage, vraiment. Mais donc c'est Cavalier du Dragon, le tome 1 de Cornelia Funk, c'est bien ça. Et c'est pas que j'aime pas ce que je lis, c'est que ce que l'autrice me raconte, c'est littéralement à côté de ce que j'aurais aimé lire. Et c'est vraiment très dommage. Ici, en gros, on va suivre des dragons. On suit des dragons qui vivent dans une montagne et tout. Ils se sont installés là il n'y a pas hyper longtemps. Pour une vie de dragon, évidemment. Parce que les dragons vivent très longtemps par rapport aux humains. Et au début du livre, il y a les bulldozers humains, justement, qui débarquent pas très loin de là où ils vivent, et les dragons sont en mode voilà, les humains sont encore là en train de tout casser, ils vont venir prendre toute la place, et nous, il faut encore qu'on déménage, encore qu'on change d'endroit. Et il y a un des dragons qui va dire bon ok, il y a ce mythe là qui existe sur un lieu fait pour les dragons auquel les humains n'ont pas accès. C'est une très vieille histoire, une très vieille légende, mais il se dit sur cette légende, elle sort pas de nulle part, il y a forcément des faits historiques, des trucs réels derrière ça. Je vais aller chercher cet endroit, un peu ce havre de paix. Et donc il constitue une espèce d'équipe avec un petit garçon et une autre créature qui vit pas très loin des dragons. Et ils partent tous les deux en quête de cet Eldorado, un petit peu. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps en fait. Toute la mise en place est très longue, très lente, j'ai trouvé. Et en fait, c'est un peu... ça m'a fait penser à un sketch d'humoriste, vous savez, où l'humoriste, il débarque sur scène et il te dit « Oh là là, il faut trop que je vous parle de ça !» Mais avant, il m'est arrivé un truc juste avant de monter sur scène, et puis hier, je suis allée là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait truc. Et en fait, avant d'en venir au fait de son sketch, enfin de ce qu'il t'a dit qu'il allait te dire, il te raconte plein d'événements et plein de choses qui font rire, et tu te rends compte à la fin du spectacle qu'en fait c'est ça le spectacle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et du coup en fait ce qu'il t'a dit qu'il allait faire, bah, c'est pas du tout ce qu'il fait, parce qu'il s'interrompt tellement lui-même que il te raconte pas ce pourquoi il est venu à la base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, alors que le spectacle est écrit et c'est fait express, c'est fait comme ça, mais là c'est un peu le cas, tu vois. On te dit, on part en quête, c'était Eldorado. Ah oui, mais avant, on va aller en ville pour voir ci, pour voir ça, pour voir truc. Et puis, il faut monter la montagne, et puis on a le plan, et puis on va aller, on va là, et puis il y a le château là-bas, et il y a peut-être quelqu'un dans le château qui peut nous aider, on va aller le voir. Et en fait, je suis à 97 pages, et je suis en mode, mais vous allez me raconter comme ça que des trucs qui m'intéressent pas? C'est quand que commence réellement la quête? Moi, c'est ça que je veux, c'est la quête. Enfin, vraiment, on a tout mis en place. On est prêt, depuis la page 20, hein, on est prêt à démarrer la quête, et tu sens que l'autrice met plein d'embûches
sur leur chemin et vraiment qu'ils n'arriveront pas là où ils doivent être pour démarrer la quête avant la fin du bouquin, quoi. Je suis en mode, mais c'est pas ça que je veux lire. Alors ils sont très intéressants, hein, ces personnages, c'est pas la question, mais vraiment, on pédale dans la semoule encore une fois. Enfin vraiment, j'ai l'impression qu'on n'avance pas et que va y avoir plein d'embûches et plein de trucs, sauf que je sais pas comment expliquer, mais moi je veux la quête, je veux qu'on avance, qu'on aille vers ce chemin, qu'on arrive là-bas et qu'on se dise bah non, c'est pas là, mais au moins on a avancé dans la quête, alors que là, on n'a même pas démarré encore. On n'a même pas démarré, qu'il y a déjà plein de problèmes. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais la manière dont c'est construit, ça m'a pas vraiment convaincue. Et c'est pas ce que j'espérais lire. Alors après, on est vraiment avec un dragon. On a un dragon en personnage principal. Ça, c'est ok, je peux pas le nier. Mais, en fait, ce qui me bloque aussi, c'est l'épaisseur du bouquin. C'est-à-dire qu'on a un bouquin absolument énorme et que va y avoir plein de choses que j'ai pas envie de lire. Plein d'aventures et plein de rebondissements qui sont là juste pour faire perdre du temps. Et je trouve ça dommage. Je suis dégoûtée de ne pas avoir été au bout du livre, de ne pas avoir trouvé ce que je voulais dans ce tome 1. Mais j'ai préféré lâcher l'affaire plutôt que de m'acharner et finir par vraiment détester le bouquin. Je lirai d'autres livres de l'autrice, je tenterai autre chose, mais pas celui-là. On est arrivé à la fin de cette update, je vous l'ai dit normalement tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais m'arrêter là pour éviter de la rallonger pour rien. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.